émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Le 3 mars dernier, le gouvernement annonçait à l'issue d'un conseil des ministres la dissolution du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire, car cette association incitait, je cite, à la discrimination, la haine et la violence, comme l'indique le décret. La dissolution de Génération Identitaire est-elle l'indice d'un mouvement plus large où sont en jeu la dédiabolisation et le rassemblement des composantes de l'extrême droite? Comme le soulignait en 2015 Michel Vinocq dans son ouvrage Histoire de l'extrême droite en France, l'extrême droite est, je cite, composite, ses avatars sont multiples, ses discours peuvent être contradictoires. Au demeurant, elle entretient dans la vie politique française un danger latent, toujours vaincu, mais toujours prêt à renaître de ses cendres. Alors, si l'extrême droite demeure anti-républicaine, comme l'a démontré l'historien Zef Sternel, force est de constater qu'elle est une composante de plus en plus présente dans la vie politique française. Quel est l'état de la galaxie nationaliste? Quelle importance accorder à Éric Zemmour? Comment analyser la concurrence des transgressions? L'entreprise de diabolisation de la famille Le Pen est-elle en passe de réussir? S'agit-il de l'unification d'une force politique ancienne qui s'est rassemblée alors que les autres grandes forces politiques, elles, se sont divisées? Bien, à toutes ces questions, nous tenterons de répondre aujourd'hui autour d'un débat intitulé Extrême droite, quels enjeux pour la République? Et pour débattre avec nous aujourd'hui, Sylvain Crépon, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Tours, membre de l'Observatoire des radicalités de la Fondation Jean Jaurès, auteur des Faux semblants du Front National avec Alexandre Deshaies et Nona Meyer. Bonjour Sylvain. Bonjour. Brahim Amouche, psychiatre, député de la Moselle. Bonjour Brahim. Bonjour. Sarah Proust, adjointe à la prévention à la mairie du 18e arrondissement de Paris, secrétaire nationale du PS, militante associative contre le Front National et auteure de Front National, un hussard brun contre la République et Apprendre de ses erreurs, la gauche face au FN. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, une première question à Sylvain Crépon pour planter le débat. On parle de nébuleuse. Comment se tisse la toile d'araignée? Comment est-ce qu'elle infiltre aussi les autres partis démocratiques? Il y a plusieurs questions dans cette première question. Alors, je crois que le Rassemblement national et auparavant le Front national infiltrent les autres partis politiques d'abord par les idées. C'est d'abord une infiltration idéologique. C'est-à-dire que, comme le dit l'historien Gérard Noiriel, après la Seconde Guerre mondiale, l'immigration n'est plus un enjeu politique. On n'en parle quasiment plus jusqu'à la fin des années 70, le début des années 1980. Le Front National est créé au début des années 1970, mais à cette époque, il est à l'état quasiment groupusculaire. Et lorsque le Front National émerge politiquement, d'abord en 1983 à Dreux, puis ensuite aux élections européennes, où il envoie un groupe au Parlement européen et où il commence à frôler les 10%, à ce moment-là, ces thématiques idéologiques commencent à infiltrer le champ politique et commencent à infiltrer les autres partis politiques. À partir de là, ces thématiques deviennent légitimes dans le champ politique puisque tout le monde se positionne par rapport à ces problématiques qui sont d'abord l'immigration, que ce soit à gauche avec le PS ou évidemment à droite avec à l'époque le RPR et les différentes composantes de la droite. Donc je crois que c'est d'abord, avant d'être une infiltration structurelle, c'est d'abord une infiltration sémantique. Ensuite, le tour de force qu'a réussi le Front National dans les années 1970, c'est de rassembler autour de la figure de Jean-Marie Le Pen les multiples chapelles de l'extrême droite qui, jusque-là, étaient surtout occupées à se combattre entre elles. Et donc, à la fin des années 70, au début des années 1980, Jean-Marie Le Pen achève ce travail de rassemblement. Et donc, il y a quelque chose qui n'est plus... Alors, il y a toujours une nébuleuse, mais il y a quand même quelque chose, une structure militante assez solide, assez importante, qui va lui permettre, qui va lui servir de point d'appui
pour entrer véritablement dans le champ politique et avoir une visibilité assez durable dans le champ politique. Alors, vous le disiez, on assiste à une forme de banalisation, une infiltration des idées de l'extrême droite, mais aussi une banalisation de la parole de l'extrême droite. Comment est-ce que la parole s'est libérée? Quels sont les événements qui l'ont libérée, Sylvain Crépon? Alors, les événements qui l'ont libéré, il y a un premier événement, je pense, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 avec l'élection de François Mitterrand. À ce moment-là, la droite de gouvernement est déstabilisée, elle tarde à se recomposer, à se restructurer, évidemment avec des querelles au sein de la droite. Et à ce moment-là, le Front National tire son épingle du jeu puisqu'il attire un électorat de droite, un électorat conservateur qui est déboussolé par l'arrivée de la gauche au pouvoir. Donc il y a un discours qui est un discours nationaliste, anti-immigration, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, un discours anticommuniste, qui fait que le Front National, à cette époque, a l'oreille de la droite conservatrice qui se distingue dans le champ politique par des idées fondamentalement anticommunistes. Donc c'est dans ce contexte que le Front National va émerger. Ensuite, il y a aussi le fait qu'en arrivant au pouvoir, François Mitterrand décide de faciliter la régularisation de personnes qui sont en situation irrégulière et le Front National va sauter sur l'occasion, si j'ose dire, et faire de sa problématique identitaire, finalement, l'alpha et l'oméga de son axe idéologique. Et ça, c'est quelque chose qui va véritablement lui permettre de se distinguer dans le champ politique. Et à partir de 84-85, on voit la problématique identitaire, c'est-à-dire la problématique de l'immigration, devenir essentielle dans les débats politiques. Et c'est le Front National qui a réussi à lancer ce débat. Et là-dessus, on en revient à la stratégie initiale du Front National, alors qui a été lancée par le numéro 2 du Front National à la fin des années 1970, qui s'appelait François Duprat. Et là, je m'appuie sur les travaux de mon collègue historien Nicolas Lebourg, qui lui a consacré un ouvrage. François Duprat avait une stratégie qui a été assez efficace, qui disait il faut obliger la droite à se positionner sur nos idées. Et une fois qu'on aura réussi à obliger la droite à se positionner sur nos idées, après, l'électeur préférera toujours l'original à la copie. Et force est de constater que depuis son émergence électorale, même si François Duprat est mort ensuite en 1978 dans un attentat à la voiture piégée jamais élucidé, mais en tout cas, sa stratégie est toujours là, elle est toujours présente, c'est-à-dire que non seulement la droite se sent obligée de se positionner sur les idées du Front National, mais j'ai envie de dire l'ensemble du champ politique se positionne désormais sur les idées du Front National. Et donc, c'est vraiment là-dessus une victoire idéologique de la part du Front National, à tel point qu'aujourd'hui, Marine Le Pen estime qu'elle n'a quasiment même plus à appuyer sur l'accélérateur identitaire, puisqu'elle considère que les autres partis le font à sa place. Et donc là-dessus, la victoire, en tout cas la victoire idéologique, peut-être pas encore politique, mais la victoire idéologique semble pour le moins acquise. Alors, dernière question pour planter le décor. Est-ce que la question du consensus de la libération est terminée? Et si oui, pourquoi? Alors ça c'est une question fondamentale que vous posez. C'est une question très subtile et une réponse univoque est assez compliquée. Le consensus de la libération, est-ce qu'il est terminé? J'ai envie de dire, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé et Jean-Marie Le Pen, j'ai envie de dire, remettait en question le consensus issu de la libération autour des valeurs fondamentales, des droits de l'homme, de l'intégration, les valeurs républicaines. J'ai envie de dire, Marine Le Pen a compris que ce consensus était omniprésent et qu'elle était obligée de faire avec. Elle était obligée de composer avec ce consensus et que si son père essayait de temps en temps de donner des gages de républicanisme pour faire bonne figure et essayer de glaner un électorat au-delà de son camp lié à l'extrême droite,
Marine Le Pen, elle, ne parle plus que des valeurs républicaines, elle ne parle plus que des valeurs de l'intégration, elle ne parle plus que de laïcité. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le débat, à mon avis, c'est pour subvertir ces idées, bien entendu, mais en tout cas, elle joue avec ce consensus pour pouvoir mieux le subvertir. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de l'analyse et finalement de la lutte contre ce parti politique, c'est qu'il subvertit de l'intérieur le consensus, j'ai envie de dire, issu de la libération, comme vous le dites justement. Et Sarah Proust, je rappelle que vous êtes élue à Paris, secrétaire nationale du PS et militante associative très engagée contre l'extrême droite. En quoi le Rassemblement national est un parti anti-républicain selon vous? Je crois que c'est une question fondamentale parce que c'est dans cette question qu'on trouve les premières armes pour aller lutter contre la progression du Front National. Au fond, ce qui importe dans la question de en quoi le Front National ou le Rassemblement national est encore aujourd'hui un parti anti-républicain, pour y répondre, il faut partir du constat selon lequel plus la République s'est affirmée, plus l'extrême droite aussi s'est consolidée. Et qu'au fond, il y a une vie entre les deux, intimement liée, entre l'histoire de l'extrême droite et l'histoire de la République, ce qui nous amène à nous poser la question de savoir, au fond, qu'est-ce qui, dans la République, rend à ce point l'extrême droite contestataire, violente, qu'est-ce qui est, au fond, dans le projet de la République et à ce point antinomique avec le projet de l'extrême droite. Et je pense que c'est toujours important de lier les deux. D'abord parce qu'on l'a vu dès la fin du 19e siècle, parce qu'au fond, c'est au moment où la République s'installe durablement dans notre pays qu'un mouvement contestataire, militariste, antinationaliste, nationaliste, antisémite très fort, qui est le boulangisme, qui est l'une des première, deuxième, puisqu'on peut parler du mouvement contre-révolutionnaire, mais on voit qu'à la fin du 19e siècle, au moment où la République s'installe durablement, l'extrême droite connaît un essor extrêmement important. Et pourquoi, à mon avis? Pour deux raisons. Il y a deux choses dans la République qui rend l'extrême droite à ce point hostile à la République. C'est d'abord la valeur d'égalité que porte la République, c'est-à-dire considérer que chacun, quel que soit son lieu de naissance, quel que soit le lieu d'où il vient, doit avancer vers un projet, ou en tout cas on doit promettre à chacun un projet commun, un projet d'égalité. Et le second pan, c'est une vision organiciste de la société. C'est-à-dire que fondamentalement, la République, justement, promeut une vision anti-organiciste, prend une vision de culture commune, quand l'extrême droite, quelles que soient ses ramifications, quels que soient ses responsables politiques, continue à avoir une vision organiciste. Alors, comment on peut aujourd'hui le décrire? Aujourd'hui, peut-être deux exemples pour essayer de donner quelques outils de compréhension sur l'extrême droite actuelle. Il me semble, il faudrait voir d'ailleurs si cette proposition sera encore dans le projet de 2022, mais c'était le cas jusqu'à présent, quand le Rassemblement national et le Front national considèrent qu'il doit y avoir une priorité nationale dans l'accès à un certain nombre de droits, donc je pense notamment à la question du logement, donc faire primer un critère de nationalité sur un critère de territorialité, on est là vraiment dans un projet anti-républicain, puisque une décision du Conseil constitutionnel de 1993 tend, alors on n'y est pas encore, mais on tend vers l'égalité de tous à un certain nombre de droits acquis. Donc c'est déjà le cas c'est déjà un argument à mon avis assez fort sur la question de la priorité nationale contre la priorité territoriale. On verra si c'est encore le cas. Et dans un certain nombre de collectivités, on a supprimé ou tenté de supprimer la cantine pour les enfants de chômeurs, par exemple. Donc là encore, une rupture d'égalité très forte face aux services publics, ou en tout cas à ce qu'il doit en termes d'égalité de ses usagers ou enfants d'usagers. Donc on est aussi là dans un projet qui rompt à la fois sur la question de l'égalité et sur la promesse républicaine. Donc c'est en ça, à mon sens, qu'on est là face à un mouvement, un parti qui reste un parti anti-républicain. Sylvain Crépon, tout le monde s'étonne du miracle de la dédiabolisation. Le rôle des Le Pen n'a-t-il pas été de réinsérer l'extrême droite comme courant permanent de la vie politique française, et ce, notamment après les trois échecs de l'affaire Dreyfus, de la Libération et de l'Algérie française, qui sont des moments fondateurs de la République?
Alors, vous avez raison. Alors, je soulignerai dans le prolongement de ce que vous dites, c'est que la dédiabolisation au Front National et au Rassemblement National, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui émerge avec Marine Le Pen. Ça, les travaux de mon collègue Alexandre Désé de Montpellier l'ont très bien montré. Sauf que avec Marine Le Pen, on est dans une dédiabolisation encore plus accentuée. Euh, Comment le Front National, Rassemblement National se distingue du reste de l'offre politique? C'est par la radicalité. C'est par la radicalité, c'est ce qui lui permet de offrir dans le champ politique un discours singulier qui se démarque des autres. Le problème du Rassemblement National, c'est que si il se radicalise trop, il risque de se marginaliser. On voit bien, par exemple, que les 2 fois où il est arrivé au second tour de l'élection présidentielle, il n'a trouvé quasiment aucun allié. Alors en 2017, bon, il y a eu un allié, mais finalement assez marginal. Mais finalement, il y a une sorte de plafond de verre qui l'empêche de remporter une victoire de second tour. Le problème également, c'est que si le Front National se dédiabolise trop, il risque de se banaliser. Et ça aussi, Marine Le Pen l'a parfaitement compris. Et c'est ce qu'avait illustré Jean-Marie Le Pen lorsqu'il disait un Front National gentil, ça n'intéresse personne, lorsque sa fille avait pris sa succession. Et donc, finalement, le Rassemblement national, et avant lui le Front National, est toujours sur une forme de ligne de crête, à savoir essayer d'avancer de façon assez subtile en donnant des gages de dédiabolisation de façon à pouvoir atteindre un électorat qui lui fait encore défaut, essayer de briser ce plafond de verre, mais en même temps, il sait bien qu'il ne peut pas non plus aller trop loin dans sa perspective sous peine de devenir, par exemple, un parti conservateur bis tel que peut l'incarner les Républicains. Donc, c'est véritablement à ce niveau-là que le Front National et le Rassemblement National avancent de façon assez subtile. Et donc, de ce point de vue-là, la dédiabolisation, et ça, il faut reconnaître que c'est le travail de Marine Le Pen qui a été assez efficace, on va dire, c'est de réussir à présenter son parti sous un jour républicain, en préemptant pour les subvertir les valeurs républicaines, à commencer par la laïcité, par exemple, qu'elle fait un outil uniquement de lutte contre l'islam, et non pas contre l'ensemble des forces conservatrices religieuses. Donc là, on commence un petit peu à décrypter la nature, en quelque sorte, de cette dédiabolisation et qui permet de montrer que le Front National, Rassemblement National, n'a toujours pas rompu avec sa logique nationaliste qui le caractérise. Alors, venons maintenant à la question de l'oubli de la classe populaire et de la France périphérique. Les partis de gauche en particulier ont oublié la classe populaire. Ce n'était pas leur préoccupation. Terra Nova, qui était un think tank de gauche, a même écrit de ne plus s'intéresser à la classe ouvrière. Et on se souvient que Pierre Mauroy, en 2002, avait dit « Le mot ouvrier n'est pas un gros mot ». Brahim Amouche, ce que la classe ouvrière a pu représenter sociologiquement n'existe plus. Mais un nombre de plus en plus important de personnes qui ont l'impression qu'il n'y a plus d'avenir pour eux adhèrent aux idées du Front National. Comment, ou du Rassemblement National, comment l'expliquer? Vous qui êtes élu dans une circonscription où l'extrême droite est très présente. Écoutez, moi, ma circo, c'est une circonscription, c'est un territoire d'industrie, donc je crois que c'est intimement lié aussi à la désindustrialisation, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à une situation de déshérence économique qui aboutit à une désespérance des citoyennes et des citoyens, en particulier sur cette classe ouvrière. Et donc, je dirais que l'espérance pour elle peut aussi s'incarner dans les propositions simplistes, démagogiques, de repli et de préférence nationale qui peuvent être trouvées auprès du Rassemblement national. Et puis, je crois qu'il y a sincèrement aussi, je pense que quand on dit la classe ouvrière a disparu, oui et non, c'est-à-dire que statistiquement, si on prend des études statistiques,
oui, il y a moins d'ouvriers maintenant qu'avant, mais la classe ouvrière, c'est aussi une culture qu'on ressent lorsqu'on est élu de terrain et lorsque je rencontre mes citoyennes et les citoyens de ma circonscription. C'est une vraie culture, une vraie histoire qui est encore présente. Une culture des luttes, notamment avec tout ce qui a pu être fait, mais aussi une culture du paternalisme liée chez moi au Devindel, etc. Donc il y a aussi cette culture de protection sociale très forte, d'attente de services de l'État, de services publics très, 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 très forts, donc de présence, d'offres de services, et pour pouvoir accompagner du berceau, j'allais dire, au tombeau, c'est-à-dire une présence forte d'un État-providence, comme on l'a fondé au lendemain de 1945, qui doit être encore très présent. Or, aujourd'hui, les politiques successives, mais aussi, je dirais, les réorganisations qui ont pu se faire au niveau administratif, font que parfois les électeurs ont le sentiment d'être abandonnés. Il y a aussi ce sentiment aussi profond, et là je prends peut-être ma casquette de psychiatre, ce sentiment d'abandon, et on sait que l'abandonnisme est aussi un facteur de passage à l'acte en termes de psychologie ou de psychopathologie, et probablement que les électeurs ont cette forme de passage à l'acte en mettant un bulletin Front National, qui pour eux d'ailleurs, pour beaucoup, ne signifie pas voter extrême droite. C'est un peu ça aussi quand on parle peut-être la dédiabolisation, encore une fois. Je suis intimement convaincu que la majorité des gens qui ont dû ou pu voter Front National ou Rassemblement National ces derniers temps n'y voient pas, eux, un bulletin comme nous pourrions, de manière, en intellectualisant les choses, y voir un danger pour la République et fondamentalement un parti d'extrême droite, ce qu'il demeure encore une fois. Voilà, donc pour me résumer, c'est la déshérence industrielle, économique, des services publics, la désespérance des citoyens, le syndrome ou le sentiment d'abandon et un passage à l'acte qui arrive par un vote bien évidemment radical et d'extrême droite. Voilà. Alors, Brahim Amouche, vous êtes élu dans une circonscription dans laquelle il y a la commune d'Hayange, qui est dirigée depuis 7 ans maintenant par l'extrême droite. Nous avons aussi l'expérience d'Hénin-Beaumont, par exemple, et de quelques autres communes. Quels sont les traits particuliers d'une municipalité d'extrême droite, d'une municipalité dirigée par l'extrême droite? Écoutez, il y a déjà, je dirais, la gestion au quotidien. Si je prends l'exemple d'Hayange, effectivement, le maire a été réélu en 2020. Il avait été élu sur une quadrangulaire en 2014. Et là, il a été élu, je dirais, au vu du contexte sanitaire, comme beaucoup de maires, dès le premier tour, mais avec je dirais, une augmentation du nombre de voix. Donc, comment fonctionne cette commune aujourd'hui? Il y a, ça vient d'être rappelé, les angoisses, ils surfent systématiquement sur les angoisses, donc des vidéosurveillances systématiques, je dirais, l'utilisation, notamment là, dans la crise sanitaire, de la peur des parents, par exemple, de remettre les enfants à l'école. Donc, systématiquement, il va utiliser ces angoisses-là. La peur des personnes âgées. Donc, là aussi, il surfe sur ces angoisses. L'accompagnement sur le quotidien. La mise en place de navettes pour être au plus près de la population, voire même l'utilisation de biens publics pour apporter des réparations ou des services au quotidien. Voilà, donc il y a quand même, je dirais, une véritable, je dirais, proximité, il faut le reconnaître, au quotidien, que peut-être les anciennes équipes se sont un petit peu distanciées, mais il faut reconnaître que là-dessus, ils surfent beaucoup sur cette proximité, beaucoup de démagogie, beaucoup d'utilisation des peurs, qu'elles soient nationales ou locales, un grand absentéisme dans les institutions autres sur lesquelles ils sont élus, puisque le maire de la commune est conseiller régional, mais il est
il y a dans le top 10, je dirais, des grands absents du conseil régional. Donc, sur 10 conseillers régionaux, il n'y en a pas moins de 6 élus Front National, mais qui sont très peu présents. Donc, un entrisme dans les institutions, mais peu, je dirais, de valeur ajoutée dans ces institutions. Et en même temps, une présence auprès des conseils municipaux. Et puis, je pense qu'aussi, ils sont, je pense, maintenant bien formés parce que on voit comment l'évolution des personnes par rapport à 2014, on voit bien que derrière, il y a du coaching, il y a de la formation, il y a un appareil politique qui les forme, qui les drive, qui leur écrit leur discours. L'anticommunisme reste prégnant dans les discours. Systématiquement, aux commémorations, il est rappelé et il est même mis au même niveau les morts de Staline et les morts d'Hitler. Donc, il demeure systématiquement de ce côté-là des référentiels et des marqueurs anti-marxistes et anticommunistes. Et l'utilisation des anciens combattants, des mémoires. Et puis, une caractéristique qui me semble fondamentale, c'est l'entrisme également dans les mouvements associatifs. Systématiquement, dans les bureaux et dans les membres des associations, il y a des proches, voire des encartés d'extrême droite qui y sont, et bien évidemment l'utilisation de subventions pour les associations qui iraient dans le même sens. Et nous avons à Hayange une association qui a été mise en demeure à plusieurs reprises et une chasse à cette association qui est le Secours populaire français parce qu'elle se permettait, ce qui est, je dirais, l'objet même de l'association, de venir en aide humanitaire et caritative, notamment à tous les nécessiteux, y compris les demandeurs d'asile. Et ça n'a absolument pas plu, et là aussi c'est un marqueur, à la municipalité. Et donc le maire leur a coupé et le chauffage et l'électricité en plein hiver. Donc il a fallu passer par une procédure en référé, justice, et de justice d'appel en appel, puisque systématiquement, la commune s'est pourvue en appel pour bloquer cette association, bien évidemment, qui ne partageait pas ses points de vue. Le Monde titrait il y a quelques jours sur le Front républicain qui se fissure. Le Front républicain est-il terminé selon vous, Sarah Proust? C'est une question difficile, ça dépend un peu de ce qu'on entend par Front républicain. Au fond, le sujet, il est ou bien on n'a plus d'élus dans une collectivité, ou bien on risque de faire gagner le Front National. Donc la question, le Rassemblement National. Donc la question, elle est extrêmement difficile pour des partis politiques et pour des élus. Moi, il me semble qu'à partir du moment où on se la pose, c'est que c'est déjà mal barré. Et que la réalité, c'est que ce sujet-là a été essentiellement un sujet électoral, quand je pense que c'est d'abord un sujet politique. Et qu'on pose la question du Front républicain le soir d'un premier tour, en oubliant de penser à la question que soulève le sujet du Front républicain des mois auparavant. Quels sont les sujets que ça pose? C'est d'abord bien faire la différence entre la droite et l'extrême droite. Moi, j'ai toujours fait partie de celles et ceux qui n'ont jamais confondu la droite et l'extrême droite, mais souvent en disant que l'un se nourrit de l'autre, que l'autre se nourrit de l'un. On met la confusion chez les électeurs et que je pense que tant qu'on repère des électeurs, quand on met de la confusion, après, on rend le vote totalement illisible. Donc, je pense qu'il faut bien rappeler que la droite et l'extrême droite ne sont pas la même chose. Et c'est à la droite de faire attention. On renvoie toujours la question du Front républicain à la gauche, mais c'est aussi une question qui doit se poser à la droite. Et jusqu'à quand ils décident de ne pas laisser ce que Sylvain Crépon évoquait en introduction, l'infiltration idéologique, intégrer un certain nombre de leurs projets. Donc, il y a d'abord de ne pas mettre de confusion entre ce qu'est la droite et ce qu'est l'extrême droite. Deuxièmement, je pense qu'il faut parler à son camp, et moi j'ai vu trop de partis de gauche vouloir absolument rallier les électeurs du Front National à eux, sauf que ce qui compte, c'est d'abord de rassembler son camp, de parler à son camp, d'unir, en ce qui me concerne, la gauche, c'est quand même le meilleur moyen d'éviter le Front républicain, et d'aller parler aux abstentionnistes, parce que fondamentalement, une élection se fait aussi en essayant de montrer l'intérêt d'aller voter. Quel est l'intérêt d'une élection? Quelle est la question qu'on vous pose? Quelle est la question qu'on ne vous pose pas? Parce qu'au fond,
on cherche souvent à répondre à 1000 questions au moment d'un scrutin, et je pense que l'œuvre pédagogique des élus, des candidats, c'est toujours de rappeler quelle est la question qu'on pose le jour d'une élection. Je pense qu'en faisant cette œuvre de pédagogie, en disant qu'il faut évidemment rassembler les partis, parce que, enfin, en tout cas, faire un mouvement de gauche plus solide qu'il n'est aujourd'hui, parler aux abstentionnistes, c'est quand même le meilleur moyen de ne pas se poser la question du Front républicain. Moi, je suis convaincue qu'il faut tenir ce front-là si le sujet se pose. Donc, je continuerai toujours à considérer qu'il vaut mieux voter et qu'il faudra voter pour la personne de droite la mieux placée pour faire barrage à l'extrême droite, pas de problème. Sauf que se poser cette question-là, c'est déjà renoncer, c'est déjà abdiquer sur un débat politique qui doit avoir lieu. Donc, je pense aujourd'hui que la responsabilité à 18 mois, un peu moins d'une élection, c'est pas tellement de savoir si le front, si le front républicain se fissure, et là-dessus, la responsabilité médiatique est immense, en commençant déjà à articuler d'abord un duel, puis à poser à chacun sa responsabilité le soir du premier tour. Je ne me résignerai pas d'abord à essayer de m'adresser au camp politique qui est le mien, ensuite de batailler pour l'union de la gauche, et enfin de parler aux abstentionnistes pour ne pas me situer au cas où le soir du premier tour, j'ai à choisir entre ou bien ne pas être élu, ou bien le risque de faire gagner l'extrême droite dans une collectivité, notamment régionale. Je voudrais qu'on aborde, Brahim Amouche, maintenant la question de la laïcité. On l'avait esquissé tout à l'heure, vous l'aviez esquissé tous les trois. La laïcité défendue par le Rassemblement national n'a rien d'universaliste et de progressiste. Absolument, absolument. La laïcité, c'est une façon d'appeler le peuple. Il y a trois façons de le nommer, le peuple. Il y a le populos, le laïos et l'ethnos. Aujourd'hui, la laïcité, comme défendue par le Rassemblement national, c'est une laïcité ethnicisante. Je ne dirais pas d'une population voilà, aux caractéristiques très, très traditionnalistes. Non, c'est une laïcité qui n'est pas une laïcité ouverte comme les pères fondateurs, Aristide Briand l'a voulu. C'est une laïcité qui est utilisée comme une arme de combat, non pas contre les cléricatures, mais de combat contre une seule religion, clairement contre l'islam. Donc ce n'est pas la laïcité comme on l'entend dans l'esprit et dans la lettre. Nous avons proposé récemment une loi pour conforter les principes républicains. Les députés Rassemblement national ne l'ont pas voté. Donc, je crois qu'ils sont là encore, comme ils sont faux prophètes, ils sont faux défenseurs de la laïcité. Simplement, ils font feu de tout bois et ils utilisent la laïcité pour ce qu'elle n'est pas. La laïcité, pour ma part, c'est d'abord une concorde civile, c'est-à-dire c'est un apaisement des tensions qu'il a pu y avoir de par le passé entre le religieux, le séculier et la religion. Donc c'est quelque chose qui est d'abord une œuvre d'apaisement, de concorde, de vivre ensemble, de faire ensemble les choses, et non pas d'exclure, de mettre de côté, de jeter des anathèmes ou d'utiliser cela comme une arme anti-islam. C'est absolument pas ni dans l'esprit ni dans la loi de la laïcité. Donc là, vraiment, c'est une perversion, encore une fois, une subversion, une perversion des valeurs et du principe de laïcité, puisque la laïcité est un principe républicain. Et là encore, on est bien loin de ce que signifie la laïcité comme étant une valeur universaliste et de concorde, d'acceptation et de concorde de nos différences, parce que loin de nous léser, les différences nous enrichissent, comme disait Saint-Exupéry. Et là, nous ne sommes absolument pas dans cette idée noble et humaniste de la laïcité. Alors, Sarah Proust, revenons maintenant sur la question de la sémantique qui avait été esquissée tout à l'heure. Dans son livre « Les Français d'abord », en 1984, Jean-Marie Le Pen affirmait, je cite, « La sémantique n'est pas neutre ». Alors ainsi, on parlait de laïcité,
de laïcité dévoyée. Le mot laïcard est un mot du vocabulaire de l'extrême droite et de Maurras, et de l'Action française en particulier. Alors, même si le terme n'a pas été inventé par Maurras lui-même, contrairement à l'idée répandue, c'est un terme largement repris aujourd'hui dans les milieux d'extrême gauche et toujours largement utilisé par l'extrême droite catholique. Outre ce mot, quels sont les ressorts de la rhétorique et du vocabulaire de l'extrême droite? Alors, il y a beaucoup d'usages rhétoriques de l'extrême droite, et notamment si on parle là de la laïcité, il y a quand même un sujet de dévoiement qui est important. Mais il faut quand même apporter une petite nuance historique sur la laïcité et l'extrême droite. C'est que, bon, Sylvain Crépon l'a dit tout à l'heure, mais l'une des grandes forces de l'extrême droite, c'est sa capacité à rassembler, à rallier à elle des courants qui, a priori, n'ont rien à voir à faire ensemble. Et donc, il y a toujours eu un mouvement à la fois très religieux autour de l'extrême droite, mais il y a aussi eu des mouvements anti-religieux au sein de l'extrême droite, et ce depuis les origines. Donc, c'est important de voir qu'en son sein même, depuis les origines, il y a cette ambivalence sur la question de l'extrême droite qui a toujours été une arme, la laïcité a toujours été une arme pour parler des autres. Encore une fois, on revient toujours au même sujet que tout ce qui est lié à l'extrême droite est lié à la question de l'altérité, de la non-altérité, mais du rapport à l'autre. Et donc, quand il s'agissait des Juifs auparavant, il s'agit aujourd'hui de l'islam. Ce qu'il faut bien comprendre sur la question de la laïcité, c'est qu'elle est toujours évoquée en géométrie variable par l'extrême droite. Et je pense que il y a deux sujets majeurs. Il y a à la fois ce qu'en fait l'extrême droite, mais il y a aussi ce que n'en fait pas la réponse des progressistes et des mouvements républicains de l'autre. Plus on accolera des épithètes à ce terme-là, plus on fera dire à la laïcité ce qu'elle n'est pas, moins on répondra à ce que l'extrême droite en fait. Et je pense que revenir sur les fondamentaux de la laïcité, ce qu'elle permet, ce qu'elle ne permet pas, être très rigoureux et ne pas non plus, dans les opposants à l'extrême droite, ne pas non plus faire dire n'importe quoi à la laïcité sur l'élargissement de ses capacités et de ses fondements, je pense que c'est important. Donc il y a un vrai dévoiement, un dévoiement univoque pour le coup. Comme élu du 18e, les prières de rue, j'en ai beaucoup entendu parler quand il s'agissait des prières de rue dans cet arrondissement par des prières faites par des fidèles musulmans. En revanche, évidemment, les prières de rue Civitas pendant les manifestations 2013 du mariage pour tous, on en avait un peu moins entendu parler par l'extrême droite. Donc ce dévoiement, il est vraiment lié, encore une fois, comme une arme pour définir l'autre, pour qualifier l'autre, pour identifier ce que je suis moi et ce que sont les autres. Et donc c'est antinomique, donc c'est à la fois un dévoiement, mais c'est aussi antinomique avec l'idée même de laïcité. Et je pense que là-dessus, la réponse en face est à la fois régulière, mais elle est un peu molle au regard du danger qui consiste aujourd'hui à laisser l'extrême droite parler le plus de laïcité. Sylvain Crépon, peut-être une réaction sur la sémantique. Alors, sur la sémantique, c'est vrai que l'accaparement de la sémantique républicaine et laïque au sein du Front National, ça se renforce avec Marine Le Pen. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est indéniable. Moi, je me souviens avoir fait un entretien avec un de ses jeunes soutiens en 2011, lorsqu'elle a été investie à la tête du parti à Tours en décembre 2011, juste avant les présidentielles. Et ce jeune militant soutien me parle de la laïcité et me dit, mais de façon complètement cash, la laïcité, c'est vrai que c'est un outil très commode pour s'opposer à l'islam. Donc, j'ai envie de dire, tout était dit à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est une laïcité, lorsqu'on étudie ça du point de vue du Front National, à géométrie variable. Il n'y a qu'à voir, par exemple, le fait que les maires du Rassemblement national réhabilitent les crèches dans les mairies, par exemple, en disant que c'est quelque chose une tradition, une culture française et que c'est tout à fait naturel et que la moindre visibilité de l'islam est tout de suite clouée au pilori et perçue ou en tout cas définie comme étant un danger, alors si ce n'est terroriste, mais en tout cas, on va dire, fondamentaliste. Donc, il y a vraiment cette percée du Rassemblement national dans le registre républicain
qui constitue, à mon avis, ça a été dit par Sarah Proust et par Brahim Hamouche, un des défis aujourd'hui de la part des partis républicains, mais un des défis qui consiste à dire ne pas faire de la laïcité ce qu'elle n'est pas. Et à mon avis, c'est un des enjeux face auxquels on est aujourd'hui. Alors, la violence n'est pas un monopole de l'extrême droite. Mais la différence, c'est que l'extrême gauche a accepté le cadre républicain alors que l'extrême droite ne l'accepte pas. Alors, je suis désolée de rappeler effectivement certains éléments des Gilets jaunes avec l'attaque du ministère de Benjamin Griveaux ou le saccage de l'Arc de Triomphe. Mais il n'y a plus que l'extrême droite pour contester le cadre républicain. La violence sur les personnes, la violence sur les institutions aussi, comme si la République était illégitime à leurs yeux. Et dans l'ouvrage publié récemment par Jean-Michel Decugis, Marc Le Plongeon et Pauline Guénat, La Poudrière, un des Gilets jaunes ultra précise « S'il faut tuer un policier, nous le ferons ». Sarah Proust, la question de l'usage de la violence et de l'extrême droite. Je crois que c'est un sujet intéressant parce qu'il ramène encore une fois au fait que la République et l'extrême droite sont toujours face à face. Et que, au fond, vous le disiez, c'est la question de la République est légitime, mais il faut quand même à chaque fois se rappeler que l'histoire de l'extrême droite est perlée de violences extrêmement fortes. C'était le cas du courant anti des Réfusards, évidemment, les Camelots du Roi, Maurras en 1900, pour les Camelots du Roi justifie, enfin théorise même, c'est pas qu'il justifie, c'est qu'il théorise l'usage de la violence en disant que la violence, c'est au service de la raison. Évidemment, le 6 février 1934 avec les ligues et plusieurs morts, évidemment l'OAS, évidemment plus récemment le 1er mai 1995 avec la mort de Brahim Bouharam, ou il y a quelques jours au Conseil régional d'Occitanie où des militants d'extrême droite ont investi les lieux qui est dans l'hémicycle où les élus conseils régionaux délibéraient. Donc l'histoire de l'extrême droite est jalonnée par cette violence et à mon sens, elle est toujours tournée, cette violence, sur le même sujet, qui est qu'au fond, la République s'est installée, selon eux, de manière illégitime, qu'il y a eu une effraction dans l'installation de la République et que, puisque la République est arrivée par la force et par la violence post-révolutionnaire 1789, il faudra donc que ses opposants reprennent avec la même idéologie et le même imaginaire et le même mythe viriliste. Là encore, on est vraiment dans cette dynamique-là, reprendre le pouvoir par la force. Donc, non seulement cette histoire est jalonnée, mais je dirais même qu'elle c'est pas seulement un fait, c'est aussi une volonté de la part de l'extrême droite d'avoir toujours une expression liée à la violence pour montrer sa capacité à surprendre, pour montrer sa vitalité, parfois surjouer sa vitalité aussi dans des moments où elle était le plus faible, mais pouvoir aussi faire cette épreuve de force, faire peur aussi, parce que ça joue aussi beaucoup sur un climat d'anxiété et du corps social, qui peut aussi être un peu en difficulté face à ces accès de violence. On l'a vu au moment des manifestations, en tout cas les franges très extrême droite des Gilets jaunes. Et donc je pense qu'effectivement, ça reste un invariant de l'extrême droite, cette violence qui signifie toujours le fait que la République, selon eux, s'est installée de manière illégitime et que, comme l'a quand même théorisé Maurras, cela se fait au service de la raison. Donc c'est bien encore un combat de progrès, un combat de raison avec lequel il faut pouvoir travailler sur cette question de la violence et de l'extrême droite. Alors, lors de la manifestation... Sylvain Clapon. Non, je voulais juste ajouter, il y a un ouvrage qui vient de sortir sous la direction de Isabelle Sommier sur la violence politique en France, justement, aux presses de Sciences Po. Et il y a mon collègue Nicolas Lebourg, que je citais tout à l'heure, qui est un historien spécialiste de l'extrême droite, qui a fait justement un bilan de la violence en milieu politique et notamment des agressions physiques, pas seulement les attentats, mais aussi, et qui montre, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais qu'une part extrêmement significative de la violence dans l'univers politique, violence au sens d'agression physique, je ne parle pas des manifestations, mais je parle vraiment d'agression contre des personnes, c'est lié dans une très très forte majorité à la mouvance de l'extrême droite.
Donc il y a vraiment cette dimension, il y a toujours cette culture de la violence, de la force physique qui véhicule et qui émane de ce milieu et qui le caractérise dans le champ politique aujourd'hui. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.